Hey, what's up everyone, c'est votre pote Silent Wolf. Aujourd'hui, je vous parle d'un film qui s'appelle Halloween, sorti en 1978, réalisé par John Carpenter, avec Donald Pleasence et Jamie Lee Curtis. C'est un des classiques du cinéma d'horreur américain. Il a lancé la mode des slashers avec Michael Myers, qui est devenu un personnage emblématique en fait de l'histoire de l'horreur aux États-Unis. Et en plus, cette année, il va sortir Halloween, pas le remake, mais la suite en fait de ce premier Halloween, 40 ans plus tard. Et donc, on va retrouver Jamie Lee Curtis dans ce nouveau film, confronté à nouveau à Michael Myers, 40 ans après. Mais pour l'heure, parlons d'Halloween 1978. L'histoire est relativement simple, puisqu'en fait on a un personnage qui s'appelle Michael Myers, qui commet un crime horrible à l'âge de 6 ans seulement. Il est ensuite incarcéré pendant 15 ans dans un hôpital psychiatrique, suivi par le docteur Loomis, absolument terrifié par ce personnage qu'il a devant lui, qui n'a aucune notion de bien ou de mal. Et malheureusement, Michael Myers parvient à s'échapper le soir d'Halloween. Il retourne dans sa ville natale, et on retrouve Laurie, le personnage de Jamie Lee Curtis, qui vit sa vie d'adolescente, le babysitting, les garçons, les copines, tout ça. Et malheureusement, elle n'a aucune idée qu'un mystérieux tueur avec un masque est là pour l'assassiner. Bon, pour vous dresser un petit peu le portrait, d'abord, il faut que je vous explique la première fois que j'ai vu Halloween, j'ai pas du tout été impressionné. Tout le monde disait Halloween, le meilleur film de l'histoire de tous les temps, c'est un premier film de slasher aux États-Unis, c'est génial, c'est trop bien, tu vas voir, ça fait trop flipper. Et du coup, j'ai regardé ça il y a peut-être 7 ou 8 ans, quelque chose comme ça. Et je me suis fait chier comme un rat. Honnêtement, j'arrivais pas à comprendre pourquoi tout le monde faisait du foin autour de ce film-là. Je trouvais ça chiant, je trouvais qu'il se passait rien. Je trouvais pas que ce soit flippant, tu vois juste Michael Myers qui est là. Et du coup, hier, je me suis dit, bon, allez, je vais essayer de le revoir. Mais j'étais pas certain, en fait, de passer un bon moment. Je me suis dit, bon, ça se trouve, je vais encore trouver ça nul et je vais toujours pas comprendre pourquoi les gens en parlent autant. Cette fois-ci, j'ai compris. J'ai compris tout ce qui se trouvait derrière le côté flippant, en fait, du boogeyman, comme il l'appelle dans le film. Ce croque-mitaine, en fait, qui n'a pas de voix, qui est juste un masque, mais un masque blanc sans forme ni rien, particulièrement flippant, et qui vous poursuit. Il est là, il est pas là. Il est juste une ombre parmi d'autres dans la nuit. Et c'est ça, en fait, qui est le plus terrifiant dans ce film, surtout quand on arrive vers la fin du film, et qu'on se dit ok, Michael Myers, il est vraiment flippant. Comme en fait j'avais envie de comprendre pourquoi la première fois ça m'a pas plu et que cette fois-ci j'étais en train d'apprécier ce que j'étais en train de voir, j'ai pris des notes. Et c'est vrai qu'au début j'ai noté des trucs qui n'étaient pas forcément très reluisants pour le film. La copine de Laurie par exemple, Annie, elle joue vraiment très mal. Elle s'appelle Loomis d'ailleurs, le nom de l'actrice, qui est rigolo parce que c'est aussi le nom du personnage du docteur. Mais elle était pas très bonne au début, puis il y a quelques moments en fait où on essaye de nous faire peur avec la musique. Alors John Carpenter a réalisé une musique exceptionnelle, c'est lui qui a composé la musique pour son film, et c'est vrai qu'il est particulièrement doué avec ce thème lancinant mais assez glaçant en fait d'Halloween. Sauf qu'il y a des moments, on voit une voiture passer avec Michael Myers dedans, on sait que c'est Michael Myers, donc peut-être qu'on est censé avoir peur, mais le fait de voir une voiture passer et de rajouter une musique un peu angoissante, ça suffit pas à me faire peur personnellement. Et du coup, je comprends que la première fois, je me suis dit ridicule, ça ne sert à rien, ça fait absolument pas flipper. Et c'est vrai que le côté horrifique de ce film-là se retrouve vraiment sur la fin. En fait, à partir du deuxième acte et du troisième acte, là, on commence enfin à comprendre pourquoi c'est un film aussi flippant que ça. Du coup, j'ai réalisé quelque chose en fait, c'est que avant les années 80, avant les films de John Hughes, tout ça, Breakfast Club et compagnie, John Carpenter, en lançant le style du slasher, a aussi donné une sorte de renouveau aux films de coming of age, c'est-à-dire ces histoires où les adolescents apprennent à se découvrir. Et c'est en fait un super film sur l'adolescence américaine, avant d'être un film de slasher et de mystérieux tueur avec un masque. Il va quand même bien poser ses personnages du coup. Et c'est ça qui était super intéressant de voir, c'était de voir comment il construisait le personnage de Annie, comment il construisait le personnage de Laurie, leur pote Linda, leurs petits copains, tout ça. Les enfants aussi, qui sont vraiment sympas au niveau de la caractérisation. Et du coup, en fait, j'étais surpris de voir à quel point John Carpenter avait bien construit son script et que chaque personnage était tellement bien écrit qu'ils avaient tous un côté réel, comme si c'était un film de John Hughes en fait. Il y a un autre aspect que j'avais envie d'aborder dans ce film-là, c'était l'exceptionnelle performance de Donald Pleasence et celle de Jamie Lee Curtis. Mais en particulier Donald Pleasence qui joue donc le docteur Loomis, qui est
vraiment, vraiment, vraiment très 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 bon dans ce film-là. C'est le seul en fait qui sait à quel point Michael Myers est dangereux. Il arrive en ville, il prévient le shérif est là, whatever. Et lui, il a ce côté à la fois vraiment effrayé par son patient, Michael Myers, et en même temps, il a un côté badass et bourru comme un vieux détective dans les films des années 40. Et c'est ça qui rend ce personnage vraiment, vraiment à la fois attachant et particulièrement intéressant à suivre, parce que c'est lui qui est là pour essayer de sauver tout le monde, et au final, il n'a que très très peu de pouvoir, il est complètement déconcerté face à l'effrayante présence de Michael Myers. Et l'interprétation de Donald Pleasence, hats off. Un autre point qu'il faut absolument aborder dans ce film, c'est la cinématographie donc, du coup, de John Carpenter et de son directeur photo, qui réussissent à créer une ambiance spooky, vous savez, côté c'est étrange, ça fait pas vraiment peur, mais on est un petit peu mal à l'aise. Tout le film c'est exactement comme ça, c'est-à-dire que, comme je disais au début, sur des plans relativement simples qui sont pas forcément effrayants en soi, l'ajout de la musique, l'ajout de la cinématographie, surtout à partir du moment où la nuit tombe et qu'on a ce jeu d'ombre permanent entre les lumières allumées, les lumières éteintes, Michael Myers comme ça, le fait que la caméra se place juste derrière lui et qu'on entende juste sa respiration comme ça. Quand il est en train de regarder les autres personnages, ses futures victimes, c'est vraiment quelque chose qui crée un malaise constant et qui va rester tout le long du film jusqu'à la fin. Et j'avais vraiment envie de porter un toast, chin, à John Carpenter pour la réalisation en fait qu'il réussit à apporter alors que c'était un de ses premiers films. Je vais pas non plus trop rentrer dans l'analyse filmique, mais je trouve que c'est très intéressant la façon dont Carpenter va créer une alternance en fait entre le point de vue de Michael Myers et le point de vue des protagonistes, donc que ce soit Laurie, le docteur Loomis. C'est très très bien équilibré, c'est-à-dire que un coup on va être dans la pièce avec, je sais pas, par exemple le personnage d'Annie, on va juste voir Michael Myers dans le fond, qui va être une présence assez inquiétante, mais pas encore menaçante. Et ensuite, on va être de la perspective de Michael Myers, donc comme je disais, caméra derrière l'épaule, le son de sa respiration, et on va voir sa future victime au travers d'une vitre, par exemple, ou à l'autre bout du jardin. Et cette façon d'alterner les perspectives, en fait, ça crée un rythme dans le film et une sorte d'équilibre. Et à chaque fois que la tension va monter, on se rend compte que les deux perspectives se rejoignent jusqu'au moment fatidique. Et je dois dire une chose, le premier de tous les crimes de Michael Myers, c'est un modèle de cinéma d'horreur. Cette façon dont il construit la tension, comme je disais, ce mélange de perspectives jusqu'à un point où les deux perspectives se rejoignent, la façon dont c'est rythmé, la façon dont c'est filmé, l'éclairage. Pour résumer, c'est pas pour rien si c'est un classique en fait de l'horreur américain. Et c'est vrai que je vais lui donner une note assez élevée, je vais aller jusqu'à 7 étoiles et demie sur 9. Pourquoi je lui retire une étoile et demie? Tout simplement parce que c'est vrai que c'est un produit de son époque. Il a lancé la mode des slashers dans les années 80 et c'est ancré dans la pop culture aujourd'hui. Malgré tout, ça reste un petit peu daté, comme je dis. C'est vrai qu'au début, ça met du temps à se mettre en place. Les scènes qui voudraient être effrayantes, qui peut-être l'étaient à l'époque, elles manquent un petit peu d'impact en 2018. On va voir ce que ça va donner avec Halloween 2018, justement. Donc, est-ce que vous avez hâte de voir de Halloween 2018? Est-ce que vous avez vu Halloween? Est-ce que John Carpenter est l'un de vos réalisateurs préférés? Moi, j'ai adoré la façon dont il a incorporé des éléments de The Thing from Another World, le film des années 50 dont il a fait un remake en 1982 pour faire John Carpenter's The Thing, qui est un de mes films préférés de tous les temps. J'ai bien aimé aussi l'inclusion de certaines musiques, comme par exemple Blue Oyster Cult, Don't Fear the Reaper. C'était vraiment génial. Bref, si vous avez un morceau préféré de Blue Oyster Cult, n'hésitez pas à m'en parler dans les coms. Laissez-moi des messages aussi sur Instagram, sur Twitter. J'ai un nouveau pseudo, c'est Cylon_Wolf. Facile à retenir. Et n'hésitez pas à me tenir au courant et je vous dis à la prochaine, parce que all of this has happened before and it will happen again.